La prévention, c'est le seul moment où on peut vraiment sauver une vie. Derrière ma santé, il y a toujours un lien avec la santé communautaire. La meilleure pratique, c'est celle qui marche. Travailler avec à la fois de la donnée scientifique, mais à la fois avec l'ensemble de la collectivité, des parties prenantes et de la société civile. C'est tout l'enjeu de savoir comment on adresse la prévention pour que chacun se sente concerné et puisse passer à l'action. Bienvenue dans Agir pour prévenir, le podcast santé de la Fondation April. Chaque mois, nous recevons une personnalité dont le témoignage vient nous éclairer sur la prévention et la promotion santé, notamment par l'apport des sciences comportementales. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Margot Secaldi, directrice de la prévention chez Doctolib. Margot Secaldi, bonjour. Bonjour. Margot Secaldi, vous êtes diplômée de l'ESSEC. Vous avez commencé votre carrière dans le conseil santé. Puis, vous avez occupé divers postes de marketing et de vente chez notamment AstraZeneca et Novo Nordisk. Vous avez travaillé là-bas notamment sur les maladies cardio-métaboliques, les maladies respiratoires et les maladies rares. Et votre intérêt pour la prévention a grandi à ce moment-là, notamment lorsque vous avez travaillé sur les campagnes d'information et de sensibilisation grand public pour les parents et en tout cas pour les alerter sur l'importance du suivi de la croissance de leurs enfants. Exactement. Vous êtes aujourd'hui donc directrice de la prévention chez Doctolib depuis l'année dernière, 2024. Peut-être en introduction, Margot, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations ou nous dire en fait ce qu'est exactement Doctolib, parce que selon l'usage qu'on en a, on connaît une partie de Doctolib et peut-être pas l'ensemble de ce que fait Doctolib. Donc Doctolib, c'est une entreprise qui a été créée en 2013 avec une mission initiale qui était d'améliorer le quotidien des soignants. On a commencé avec le développement d'outils de gestion des cabinets, avec la prise de rendez-vous notamment, pour laquelle on a été très très connus. Et puis petit à petit, on a développé d'autres solutions auprès des soignants, donc avec toujours cette mission, voire même obsession, qui est comment on peut aider les soignants dans leur pratique quotidienne, comment on peut les aider à mieux prendre en charge leurs patients, comment on peut les aider à gagner du temps. Voilà. Donc on a développé d'abord la prise de rendez-vous, ensuite d'autres solutions qu'on a créées avec et pour les soignants. Et puis petit à petit, on a poursuivi cette mission d'améliorer le quotidien des soignants, avec notamment la mission de se dire comment on peut mettre au service la technologie pour les aider. Petit à petit, fort de notre mission d'aider les soignants, on s'est développé aussi auprès des patients. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, j'ai eu mes enfants en 2015. Et pour avoir un rendez-vous en 2015, c'était très, très difficile. Il fallait appeler la secrétaire, évidemment, entre 10h et 17h. Les rendez-vous étaient à des horaires pas possibles. Et clairement, en fait, par la prise de rendez-vous, on a réussi à révolutionner un peu l'accès aux soins pour les patients. Donc, on est parti des soignants. Et petit à petit, on a eu un rôle hyper important au niveau des patients. Et aujourd'hui, on a une double mission qui est vraiment d'améliorer le quotidien des soignants, toujours. Et c'est ça qui drive nos avancées technologiques. Mais aussi comment on peut aider les patients à être en meilleure santé. Et via toute notre suite de solutions, à la fois auprès des soignants et auprès des patients. D'accord. Et du coup, c'est dans le cadre un peu de ce développement auprès des patients que Doctolib a développé en tout cas des actions, des services liés à la prévention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle place occupe la prévention dans la stratégie globale de Doctolib aujourd'hui ? Alors exactement, en fait, c'est au fil du développement, on a été de plus en plus présent auprès des patients. Aujourd'hui, on est présent, on a près de 50 millions de comptes rattachés à Doctolib, donc c'est une forte présence. Et en fait, du fait de notre présence, on a décidé de prendre une place plus importante sur la partie prévention et santé publique. Donc c'est sur cette base qu'a été créée l'activité prévention. On l'a créée en 2022. L'idée, c'était de se dire, via le reach qu'on a auprès de nos patients, on a la possibilité de pousser des messages de prévention et aussi de les aider à aller plus loin et prendre rendez-vous, si nécessaire, pour la prévention. Donc on a créé nos premières campagnes de prévention en 2022. D'abord avec des partenaires publics, puis ensuite on l'a étendu avec d'autres partenaires type partenaires privés. Et on a développé nos campagnes justement pour s'adresser à ces 50 millions de comptes patients pour pousser des messages de santé publique. Et alors,
Est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur justement les outils ou les fonctionnalités qui encouragent, là, vous parlez des campagnes, et peut-être d'ailleurs vous pouvez nous donner des exemples de campagnes, mais est-ce qu'au-delà des campagnes, il y a d'autres types d'actions ou d'aller vers que vous faites en matière de prévention auprès des patients? Alors aujourd'hui, l'activité prévention, elle est plus élargie. Déjà, on agit à 2 niveaux. Au niveau des patients, donc comme on l'a dit avec nos campagnes de prévention, mais aussi au niveau des soignants. Aujourd'hui, on est présent auprès de dizaines de milliers de soignants. On a la possibilité aussi de les aider dans leur pratique quotidienne pour mieux intégrer la prévention au sein de leur pratique. Donc, je vais peut-être commencer par la base. Nos campagnes de prévention, aujourd'hui, c'est des campagnes qui apparaissent sur l'application Doctolib via des bannières et des interstitiels. Donc l'interstitiel, c'est un écran qui prend tout l'écran. Et via ces bannières et cet interstitiel, on redirige vers une landing page. Nous, ce qui fait notre côté un peu unique d'un point de vue campagne de prévention grand public, c'est 3 choses. La première, c'est notre reach. On peut s'adresser à 50 millions d'utilisateurs, potentiellement. La deuxième, c'est qu'on s'adresse à un moment où ils sont dans une démarche de santé. Donc, par rapport à d'autres médias, ou parfois, par exemple sur Meta, où les gens sont plutôt en train de se détendre ou autre, là, le patient est déjà dans une démarche de prise de rendez-vous pour lui ou pour un proche. Donc, d'un point de vue pertinence et réceptivité de message, c'est assez puissant. Oui, il est déjà sensibilisé, en fait. Exactement. Il est déjà dans cette démarche de prendre soin de lui ou d'un proche. Et enfin, on a la possibilité d'amener vers un call to action très clair qui est la prise de rendez-vous. Alors, tous les messages de prévention, on n'amène pas vers une prise de rendez-vous. Parfois, certains messages de prévention impliquent juste un changement de comportement. Néanmoins, on a la possibilité sur certaines campagnes de pousser à la prise de rendez-vous. Un exemple que je prends assez souvent, on a fait une campagne pour la Ligue contre le cancer avec laquelle on travaille beaucoup. Ça a été dans les premiers à nous faire confiance et c'est assez génial. Donc, la campagne qu'on fait régulièrement, c'est la campagne d'Octobre Rose, donc pour le dépistage du cancer du sein. En 2024, on l'a fait pendant à peu près 2 semaines. Les résultats, on a eu 35 millions d'impressions, à peu près 10 millions de patients touchés. Donc, on avait une démarche grand public. C'était pas que des femmes, c'était vraiment une démarche sensibilisation grand public pour en parler autour de nous et tout ça. Donc 35 millions d'impressions, 10 millions d'utilisateurs sensibilisés. Et derrière, on a réussi à traquer 17 000 prises de rendez-vous dans les 30 minutes. Donc nous, on est très vigilants sur les données de santé, on suit les prises de rendez-vous dans les 30 minutes et on sait qu'il y a 17 000 rendez-vous qui ont été pris suite à la visualisation de cette campagne. On est allé plus loin, on a aussi fait des tests auprès de nos utilisateurs pour voir à quel point cette campagne avait eu un impact. Et on est arrivé, en extrapolant les résultats, à voir qu'il y avait à peu près 100 000 rendez-vous qui avaient été pris suite à cette campagne. D'accord. Donc il y a les 17 000 rendez-vous pris directement. Et après, vous le savez, parfois on a besoin de discuter, de réfléchir. On ne prend pas toujours rendez-vous directement après. Mais il y aurait 100 000 rendez-vous qui auraient été pris suite à cette campagne. Oui, donc c'est des très bons taux de retour, en tout cas, de cette campagne. Exactement. Donc ça, c'est la partie très connue, les campagnes que vous voyez quand vous ouvrez votre application aujourd'hui. Je ne sais pas quelle campagne il y a actuellement, mais donc ça, c'est la partie très connue. Après, il y a d'autres applications au niveau des soignants. Donc là, au niveau des soignants, c'est comment on peut les aider à intégrer la prévention dans leur pratique quotidienne. Donc il y a un projet qu'on a fait avec Santé publique France dans la prévention du VIH. On a développé un outil pour permettre à nos médecins généralistes utilisateurs de mieux comprendre comment prescrire la PrEP en prévision du VIH. Donc là, c'est des modules assez simples, mais on développe de l'information, des fiches mémo, pour leur dire comment prescrire la PrEP, quel examen faire avant de prescrire la PrEP, quel questionnaire aborder avec le patient, quel test biologique faire. Et puis derrière, on l'équipe avec des modèles de consultation et des modèles de prescription pour prescrire la PrEP. Ça, c'est un beau projet aussi qu'on a fait côté soignant, qui est peut-être un peu moins visible du grand public, mais qui est tout aussi importante, parce que la prévention, ça passe par le patient, son changement de comportement et la prise de rendez-vous, mais aussi par le soignant, comment l'aider à bien prendre en charge justement son patient. Et là, sur cette action-là, est-ce que vous avez des résultats ou des retours qualitatifs peut-être des partenaires médecins Oui, on a de très bons résultats sur le nombre de médecins qui ont vu, mais c'est surtout du qualitatif. On a pas mal de médecins qui nous disent pile à ce moment-là, j'ai vu un patient qui voulait qu'on lui prescrive la PrEP. Je savais pas forcément comment faire parce que la PrEP, c'est pas la même posologie si c'est un homme, si c'est une femme. Il y a des questions à poser avant. Et en fait, c'est assez simple. Avant, c'était les spécialistes qui le faisaient, mais maintenant, aujourd'hui, n'importe quel médecin généraliste peut le faire. Et de ce fait, on a eu des très bons retours. Donc ça, c'est un peu notre base de la prévention. Mais notre idée chez Doctolib, c'est d'aller plus loin. Et on sort de nouvelles fonctionnalités très, très régulièrement. On a
sorti il n'y a pas très longtemps les rappels de prévention en santé. Je ne sais pas si vous avez vu au sein de votre application. Alors j'ai vu ça en étant concernée, j'ai reçu des rappels effectivement pour les rendez-vous chez le dentiste de mes enfants. Exactement. Donc, je sais pas, c'est ça dont vous parlez. Exactement. Très bien. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a sortie cette année. L'objectif, c'est de pouvoir personnaliser justement la prévention sur les rendez-vous obligatoires, notamment les dépistages organisés. Donc aujourd'hui, on l'a sorti sur les 20 rendez-vous obligatoires de l'enfant. Très utile. Hein. Moi, j'ai 2 enfants de 8 et 10 ans. Je crois que c'est la première fois que je suis à jour sur les rendez-vous obligatoires. Donc on l'a sorti sur les dépistages organisés, cancer colorectal, cancer du col de l'utérus et cancer du sein. Et on va le sortir aussi sur d'autres prises de rendez-vous. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir personnaliser la prise de rendez-vous et personnaliser les rappels de prévention en santé au niveau patient. Là, on voit dans ce que vous nous décrivez, là, sur à la fois les campagnes où vous avez collaboré avec Santé publique France, là, les rappels de rendez-vous où vous vous calez, en fait, sur les dépistages organisés, les 20 rendez-vous obligatoires ou conseillés. On voit que vous êtes très coordonnés, du coup, avec l'action publique en santé. Donc on voit que vous travaillez avec beaucoup d'acteurs. Comment justement vous sélectionnez vos thématiques de prévention santé? Comment vous travaillez avec les différents acteurs? Comment vous coordonnez aussi pour pas que l'un parle au mois de juillet puis l'autre au mois d'août de la même chose? Enfin, comment on mutualise les efforts en matière de prévention? Alors c'est pas évident. Peut-être pour répondre à la première question sur la partie priorité. Nous, on choisit les priorités qui sont les priorités en ligne avec la stratégie nationale, évidemment, et toutes les priorités de santé publique. Donc, il y a plein de thématiques, il y a plein d'enjeux. Moi, j'ai structuré l'équipe justement par aire thérapeutique pour permettre justement d'être cohérent selon les différents sujets qu'on va traiter. Donc, par exemple, j'ai une personne qui s'occupe des sujets de l'oncologie, qui va travailler à la fois avec la lutte contre le cancer, mais on va aussi avoir des discussions, par exemple, avec l'INCa. On va aussi avoir des discussions avec des acteurs privés qui veulent prendre la parole sur la partie oncologie. Donc, l'idée, c'est d'arriver à justement faire travailler tout le monde ensemble et de pouvoir sensibiliser de manière unie sur certains sujets. Donc voilà, moi j'ai structuré l'équipe pour justement avoir cette cohérence et qu'on puisse être pertinent sur tous nos sujets. Et après, derrière, c'est en fonction des échanges qu'on a et des priorités de chaque acteur, parce que les acteurs publics, privés n'ont pas forcément toujours les mêmes objectifs. Les acteurs publics, entre eux, n'ont pas toujours les mêmes objectifs. Les acteurs privés aussi. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à avoir les campagnes les plus pertinentes, justement, et les plus en lien avec les objectifs de chacun. Alors, donc, on voit... Et sur cette coordination, que c'est un point un peu compliqué, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés rencontrées dans cette sensibilisation du grand public, dans ce passage à l'action que vous rencontrez et qui sont intéressantes à partager pour justement qu'on progresse tous? Donc déjà, la première difficulté, c'est en effet arriver à mettre tout le monde d'accord et bien travailler ensemble. Mais je pense qu'on y arrive plutôt bien et on est content justement des acteurs avec lesquels on travaille. Une des difficultés qu'on a, c'est finalement la limite qu'on a dans nos campagnes. On est sur des campagnes grand public. On ne cible pas sur les données de santé. Nous, nos campagnes, elles ciblent sur le sexe, sur l'âge, le département et les contrats attachés. Donc on peut cibler par exemple des enfants, ou on peut cibler, les parents d'enfants, pardon, ou on peut cibler les personnes qui s'occupent par exemple de personnes âgées ou autres. Ça nous permet d'avoir un reach assez large, mais derrière, on ne peut pas avoir une approche vraiment personnalisée que certains aimeraient pour traiter les données de santé ou autres. Donc finalement, nous, on va avoir une démarche qui est très santé grand public, qui a du coup ses limites. Ça nous permet de toucher un grand nombre, mais derrière, on n'a pas forcément la capacité de cibler de manière plus fine. Et c'est vrai que d'un point de vue prévention, on le sait, je pense que vous l'avez d'ailleurs vous en avez discuté sur d'autres épisodes, mais c'est tout l'enjeu de savoir comment on adresse la prévention pour que chacun se sente concerné et puisse passer à l'action. Donc voilà, c'est ça, notre richesse finalement, qui est notre reach, c'est aussi un peu notre limite à date, parce qu'on peut pas avoir un message totalement personnalisé en fonction du patient. De par nos limites, il y a des sujets qu'on ne pourra pas traiter. Par exemple, j'ai travaillé longtemps sur les maladies rares, il y a plein de sujets là-dessus, d'un point de vue dépistage ou autre. On ne va pas sensibiliser 50 millions d'utilisateurs sur un dépistage d'une mini-maladie rare. Donc là, ça, c'est un peu frustrant parfois, parce qu'on ne peut pas traiter ces sujets. Et il y aurait des choses magnifiques à faire, mais en l'occurrence, on n'a pas les moyens de le faire, et surtout, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Donc voilà, on est conscient de nos limites, on a nos richesses, mais aussi nos limites là-dessus. Et dans ce travail avec différents acteurs, vous avez lancé récemment
une initiative avec des acteurs associatifs. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire 2 mots? Parce que là aussi, c'est... en tout cas, je ne sais pas si c'est un pas de côté, mais c'est peu courant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait pour, là encore, progresser et travailler ensemble entre plusieurs acteurs sur des sujets de prévention santé? Oui, alors le milieu associatif, c'est vraiment un milieu avec lequel on travaille beaucoup. Il faut savoir, et j'aurais dû le préciser d'ailleurs, mais toutes nos campagnes sont faites en lien avec des associations de patients. C'est-à-dire que même quand on a des acteurs privés qui veulent qu'on prenne position sur certains sujets, on discute toujours avec les associations de patients. Les associations, elles sont clés pour comprendre les problématiques d'un point de vue prévention. C'est elles qui nous aident aussi à trouver les bons mots pour s'adresser au grand public. Donc elles sont vraiment dans notre quotidien, on travaille régulièrement avec elles. Le problème, c'est que les associations, elles n'ont pas toujours les moyens de porter les messages qu'elles veulent. Nous, on a beaucoup de sollicitations, beaucoup d'associations qui nous disent « Ah, est-ce que vous pourriez porter telle campagne ?» Nous, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas porter tous les messages de toutes les associations, même si on aimerait le faire. Et c'est pour ça qu'on a créé cet appel à projet, en fait. On est parti de ce besoin, finalement, des associations de porter certains messages de prévention. Et on en a créé, justement, une opportunité pour certaines de voir leur campagne portée, et pour d'autres, à minima, de savoir ce qu'on peut faire et d'échanger entre elles. Donc on a créé ce projet un peu comme on a pu au début avec nos petits bras, et on a été vraiment ravis du résultat. Il y a 47 associations qui ont répondu à l'appel à projet. On en a retenu 3, mais au-delà des 3 associations qu'on a retenues, on a créé un événement avec justement toutes les associations qui avaient répondu, et on a fait un événement dans nos locaux avec des tables rondes, un super jury. Et je crois que tout le monde était vraiment ravi déjà de pouvoir se rencontrer, parce que les associations n'ont pas toujours l'occasion de se rencontrer entre elles et d'échanger. Et ensuite, nous, ça nous donne l'opportunité de pouvoir pousser certaines campagnes, comme ça. Donc je pense qu'il y aura une deuxième édition l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu l'occasion pour nous de les remercier pour ce qu'elles font au quotidien pour les patients, et aussi de mieux travailler avec elles. Et donc là, ces associations lauréates, elles vont pouvoir avoir des campagnes dédiées sur votre site, c'est ça, sur les fameuses bannières dont vous parliez au début. Okay. Exactement. Donc on a retenu trois campagnes qui seront Et peut-être qu'on peut dire les associations d'ailleurs. Oui, alors il y a l'association Nightline, le collectif Bump et l'association Règles élémentaires. Vous avez donc dit que vous travaillez beaucoup avec les associations de patients sur les contenus, sur le choix des mots. Comment est-ce que vous vous assurez chez Doctolib de la fiabilité des propos scientifiques que vous portez, de la véracité des propos et de leur actualisation d'ailleurs aussi? Alors, toutes nos campagnes sont rédigées par nos équipes en interne. On a des équipes prévention et des équipes médicales qui rédigent ces campagnes. Elles sont systématiquement revues par des experts médicaux avec lesquels on travaille. On travaille régulièrement avec les soignants, c'est très important pour nous. Comme je vous le disais, on travaille en partenariat avec des acteurs privés ou publics et des associations. Donc, déjà, les acteurs avec lesquels on travaille sont garants déjà, et ils ont eux-mêmes leur process de révision et de s'assurer qu'on respecte bien la stratégie nationale de santé publique, les recommandations officielles. Donc il y a les acteurs avec lesquels on travaille qui sont garants de la qualité, mais on travaille aussi avec les associations justement pour s'assurer d'avoir les bons mots, les bons sujets. C'est pas toujours évident parce que voilà, parfois il y a des petites précisions que certains veulent apporter ou d'autres, et alors que nous on est sur des sujets grand public, donc parfois on veut pas aller trop dans le détail ou trop inquiéter. Donc faut arriver à trouver le juste milieu, mais voilà, on travaille avec beaucoup de personnes pour s'assurer que ce qu'on dit est au plus juste. On a parlé tout à l'heure résultats des actions que vous meniez en termes de sensibilisation et puis en termes de prise de rendez-vous. Est-ce que vous avez aussi des retours à la fois des patients, des utilisateurs de votre outil, mais aussi des soignants en matière d'expérience client? Est-ce que ça change quelque chose dans leur perception de Doctolib, là où ils allaient uniquement peut-être pour prendre un rendez-vous, le fait d'avoir intégré des messages de prévention? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus ou des analyses? Alors, comme on a vraiment les deux pans, le côté patient et le côté soignant, c'est vrai que nos soignants sont souvent utilisateurs de Doctolib de fait et voient nos campagnes. Aujourd'hui, on ne communique pas forcément, mais on essaie justement de s'améliorer, de faire en sorte que les soignants soient au courant des campagnes qu'on lance pour permettre de justement faire, de bien raisonner. Donc, par exemple, si un patient voit un message de prévention, prend rendez-vous et que le médecin n'est pas au courant, c'est un peu problématique. Donc non, je pense que
Alors là, c'est tout le travail de l'équipe prévention de Doctolib, c'est justement d'arriver à être légitime d'un point de vue prévention et à faire reconnaître le fait que, au-delà d'aider les soignants, on aide aussi les patients à être en meilleure santé, on les aide à prendre leurs rendez-vous obligatoires, on les aide à faire leurs actions de dépistage. Donc voilà, on est toujours content justement quand un médecin, par exemple c'est sur la PrEP, quand un médecin nous dit « Ah moi ça tombe bien parce que ça tombait à pic et ça m'a permis de traiter tel patient », c'est exactement vers ça qu'on veut aller. Et oui, dès qu'on a une expérience positive, c'est vrai que ça nous permet de renforcer notre rôle et de montrer que voilà, on est là pour les soignants, mais aussi pour les patients. Et côté utilisateur-patient, en tout cas, c'est des actions qui sont bien perçues aujourd'hui, sur lesquelles vous avez des bons retours côté patient de ces campagnes d'information ou de sensibilisation. Oui, après, c'est comme tout, il y a toujours des des détracteurs. ouais. Non, mais globalement, clairement, on a de très bons retours sur nos campagnes. Ce qui est compliqué parfois, c'est d'aborder certains sujets. Comme on ne cible pas sur les données de santé, parfois, certaines personnes ont l'impression qu'on leur adresse un message. On va parler, par exemple, d'une maladie. J'ai pas d'exemple en tête, mais si on va parler d'une maladie spécifique, ils vont se dire « Mais j'ai pas cette maladie, pourquoi on me parle de ça ?» Donc, c'est ce que je disais, c'est le problème qu'on a parfois, c'est un peu notre limite. On veut faire de la sensibilisation grand public sur certains sujets. Et on est sur de la sensibilisation grand public. Et parfois, certaines personnes se disent « Mais pourquoi on me dit ça ?» alors que je suis pas concernée ou autre. Et nous, on cible juste sur l'âge et le sexe. Donc voilà, c'est ça qui est parfois un peu compliqué. Parce que certaines personnes peuvent se dire « Ah non, mais pourquoi on me dit ça ? Je comprends pas. » Alors qu'en fait, c'est juste de la sensibilisation grand public. Et on se pose peut-être moins la question sur les autres médias. Par exemple, sur Instagram, quand on va être targeté sur un sujet, on va pas forcément se dire « Ah, j'ai été ciblé parce qu'on pense que j'ai telle maladie ou autre. Alors que nous, comme on est au cœur du soin, en fait, il y a parfois un peu ce décalage de compréhension. Mais sinon, globalement, on a quand même des très bons retours, justement, de gens qui nous disent « Ah, grâce à vous, j'ai pris rendez-vous, j'ai été dépisté, on est convaincus que le fait de pouvoir prendre rendez-vous, ça permet derrière d'améliorer, d'avoir un fort impact en prévention et d'éviter la survenue d'événements ou de maladies. » Et est-ce que vous pouvez nous exposer peut-être, alors sans dévoiler de secrets stratégiques, mais quels sont les prochains développements ou les prochains axes d'évolution de cette stratégie en matière de prévention ? Oui, alors la prévention, ça touche à tout. Il y a la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc on est dans prévenir la survenue d'événements, bien accompagner d'un point de vue traitement, s'assurer qu'il n'y a pas de surmédication. Enfin, il y a vraiment plein d'enjeux. Donc on voit que d'un point de vue santé publique, le sujet est très très large. Nous, chez Doctolib, on a la possibilité d'avoir un impact pour s'assurer que les soignants fassent au mieux de la prévention. Il faut savoir que les soignants, aujourd'hui, un médecin, il ne s'est pas engagé dans des études de médecine pour faire de la prévention. Ce qui l'intéresse, c'est le soin. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que la prévention, finalement, elle puisse être faite au niveau du professionnel de santé, mais que ce soit pas, qu'il passe pas sa journée à faire de la prévention et à dire qu'il faut pas faire ça, mais qu'il puisse se concentrer sur le soin. Donc vraiment, nous, ce qu'on essaye de faire chez Doctolib, c'est de s'assurer que cette prévention, elle puisse être un peu intégrée dans notre suite de logiciels et qu'elle se fasse grâce à l'IA ou d'autres choses, et qu'elle se fasse un peu automatiquement d'un point de vue soignant. Et d'un point de vue patient, pareil, on est à une période assez intéressante d'un point de vue IA, d'un point de vue développement technologique. Il va forcément y avoir de belles avancées pour faire en sorte que les patients puissent mieux prendre en charge leur santé et faire plus de prévention. À très court terme, on va avoir peut-être de nouveaux formats qui vont sortir au sein de l'application, qui vont nous permettre justement de pouvoir adresser les messages différemment que juste par nos bannières qui sont un peu limitées parfois d'un point de vue format ou autre. Donc on va essayer d'aller sur des formats peut-être un peu plus interactifs sur lesquels on pourra justement passer des messages d'un point de vue patient. Alors, Doctolib est aussi présent dans beaucoup d'autres pays, notamment l'Allemagne et l'Italie. Est-ce que ce volet prévention s'est développé aussi dans ces pays-là ? Et est-ce qu'il y a des différences dans la manière de faire de la prévention ou de sensibiliser selon justement les cultures ? Très bonne question. Oui, donc on est présent en Allemagne et en Italie, surtout en Allemagne.
Il y a des activités prévention en Allemagne avec une équipe un peu similaire à celle qu'on a en France. Les problématiques sont en effet assez différentes, notamment sur les types d'acteurs avec lesquels on travaille. Je crois que les équipes allemandes travaillent beaucoup plus avec des acteurs privés et moins avec des acteurs publics, mais c'est du fait de l'organisation aussi. De l'organisation des soins. Et c'est ça aussi qui fait que le développement même de Doctolib plus largement entre la France et l'Allemagne n'est pas totalement similaire. Donc voilà, donc la principale différence, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes partenaires, on n'a pas forcément les mêmes démarches. Et puis derrière, les problématiques sont assez différentes. Nous, ce qui fait notre richesse en France, c'est qu'on a un fort volume de comptes rattachés, donc on a un reach très très large. En Allemagne, il y a moins d'utilisation parce que déjà, l'Allemagne a été lancée un peu après. Et puis nous, pendant le Covid, on a été très sollicités par l'État. Et donc de ce fait-là, on est très présent auprès des utilisateurs français. Et en Italie, on commence aussi quelques actions de prévention. Donc voilà. J'aimerais qu'on parle santé mentale parce que je crois que Doctolib est particulièrement actif sur la santé mentale qui, rappelons-le, est la grande cause nationale 2025. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites ? Alors, on fait plein de choses côté santé mentale, pas simplement parce que c'est la grande cause nationale, mais parce qu'on est très engagé sur ce sujet depuis des années. On a beaucoup de psychologues et psychiatres qui sont utilisateurs de notre logiciel, donc d'un point de vue parcours patient, on a une certaine légitimité et on essaye de justement faire en sorte d'être un acteur clé pour la partie santé mentale. C'est vrai que quand ça a été annoncé, grande cause nationale, il y a beaucoup d'acteurs publics, privés qui sont venus nous voir pour voir ce qu'on pourrait faire. Donc nous, on est toujours ravis de pouvoir échanger avec les différents acteurs pour trouver des solutions, des campagnes, des sujets. Après, c'est pas simple, parce que la santé mentale, ça touche à plein de populations différentes, des enjeux différents. Et donc, on essaye toujours de trouver le bon moyen au bon moment et le bon message à passer à la bonne cible. Donc voilà, on travaille avec différents partenaires sur différents sujets de santé mentale, donc en fonction des problématiques. Et nous aussi, en propre, on essaie d'avoir nos actions pour s'engager, nous, en tant que Doctolib, sur le sujet de la santé mentale. Donc, il y a par exemple une newsletter qu'on a lancée récemment, qu'on travaille avec Psycom, à destination justement de nos utilisateurs pour sensibiliser à certains sujets. Donc, je crois qu'au mois de juin, le sujet, c'était Parcoursup. On travaille aussi sur des études, par exemple, sur la santé mentale des soignants. Comme les soignants sont nos utilisateurs, c'est important pour nous de faire un état des lieux sur leur santé mentale parce qu'ils sont parfois quand même très sollicités. Il y a des gros enjeux de santé mentale là-dessus. Et voilà. Et après, on a nos campagnes de prévention pour différents acteurs. On a travaillé notamment avec le SIG, donc le service d'information du gouvernement. Mais il y a encore plein de choses à faire. Et voilà, on essaie de faire ce qu'on peut avec nos moyens, mais on est convaincus qu'il y a des belles choses à faire encore. Et même après 2025. Dans ce podcast, on a une tradition, un rituel. L'invité précédent pose une question à l'invité du jour et l'invité du jour posera sa question à l'invité du mois prochain. Du coup, on va écouter Lucas Fujard, président de Nightline, qui travaille sur la santé mentale, sur le pair à pair, l'écoute des jeunes pour les jeunes, qui vous pose sa question. Je pense qu'il y a beaucoup de questions à aborder, mais si on devait en choisir qu'une, ce serait quelle fonctionnalité idéale on pourrait développer, choisir en matière de prévention en santé sur Doctolib, par exemple. Alors Margot, la fonctionnalité ou la campagne idéale pour Doctolib demain, c'est quoi ? Vaste sujet, parce que en effet, on a beaucoup de contraintes et pour la bonne cause. Je dirais que je pense ce qui serait... Moi, ma vision de la prévention, en fait, ce serait d'avoir une vraie prévention intégrée au niveau des soignants, au niveau des patients, et que finalement, on arrive à porter des messages personnalisés aux patients, indépendamment justement des enjeux qu'on a de données de santé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie justement maladies rares. Si demain, on arrive justement à avoir un impact auprès des personnes qui sont concernées pour le dépistage de telle ou telle maladie rare, ça nous permettrait d'aller beaucoup plus loin. Et au niveau des soignants, le côté peut-être plus automatisé grâce à l'IA, pouvoir automatiser et avoir finalement par exemple des pop-up qui diraient tel patient a telle condition, il faudrait faire tel examen supplémentaire ou des choses comme ça. Voilà, je crois beaucoup en le fait que l'IA va apporter justement d'un point de vue prévention et faire en sorte que le soignant va pouvoir se concentrer sur le soin, mais faire aussi de la prévention par ailleurs. Donc à la fois avoir une démarche personnalisée de prévention et une démarche très accompagnatrice. Exactement. Finalement. Exactement. Pouvoir mieux accompagner les patients
mais aussi mieux aider les soignants et vraiment les assister dans cette prévention. Alors, Margot Secaldi, le mois prochain, nous recevons Omar Belloussif, qui est médecin et qui est directeur médical de la Poste Santé et Autonomie. Quelle serait votre question ? La question que j'aimerais poser à Omar Belloussif, c'est comment la Poste pourrait-elle s'inscrire dans une démarche de responsabilité populationnelle ? Merci beaucoup, Margot Secaldi, pour cet échange sur le rôle de Doctolib en matière de prévention santé. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode d'Agir pour prévenir, le podcast santé de la Fondation April. Dans cet épisode, nous aurons le plaisir d'accueillir le docteur Omar Belloussif du groupe La Poste.